à la délibération. Non, j'avais peur d'avoir raté une question sur un autre sujet. Nous passons à la délibération numéro 2 sur la délibération cadre handicap et accessibilité 2022-2027. Nous clôturions, je disais dans mon propos introductif, le mois d'accessibilité il y a quelques jours. Gardons en tête qu'il y a donc plus de 30 000 personnes en situation de handicap à Grenoble, certains visibles, d'autres qui ne sont pas visibles ou moins visibles. Et la ville de Grenoble promeut une accessibilité dans les différentes politiques publiques de l'urbanisme, de l'aménagement, mais également de l'accès aux droits et aux soins. Et à ce titre, donc cette délibération cadre est importante avec trois objectifs principaux. Je donnerai la parole à Louise Beltrán-Lopez pour détailler cela, hein, indiquer l'orientation politique de la ville sur le sujet du handicap et de l'accessibilité, proposer un plan d'action avec des actions concrètes sur la base de ce cap et une méthodologie aussi d'action commune entre le CCAS et la ville. Et donc il y aura là, dans la foulée, la présentation du rapport de la commission communale d'accessibilité. Monsieur Louise Beltrán-Lopez, je vous donne la parole. Voilà, ça marche, parfait. Donc, merci Monsieur le maire pour cette introduction qui colle à ce que je veux faire par la suite. Mesdames et Messieurs les élus, pour la 5e année consécutive, la 5e, le handicap est la première des discriminations en France, selon le nombre de saisines auprès de la Défenseure des droits. Ce chiffre est alarmant, tant la situation perdure, cela fait 5 ans. Et cela doit cesser. Je répète, cela doit cesser. En France, il y a plus de 12 millions de personnes en situation de handicap. Handicap avec un S, car il y a plusieurs types de handicap. Plus de 8 millions d'aidantes et d'aidants. On peut donc affirmer que le handicap concerne pratiquement un tiers de la population. Personnes concernées, aidantes et aidants. Rappelons que 80% de handicaps sont invisibles et que 40% des handicaps sont temporaires. Les personnes en situation de handicap sont plus âgées et plus féminines. Parmi les 80% de femmes en situation de handicap, 4 femmes handicapées sur 5 ont subi des violences au cours de leur vie. Nous devons mettre également fin à cela. En France, il y a 2,2 homicides par jour. Les personnes en situation de handicap sont les personnes les plus isolées. Elles vivent souvent seules dans leur ménage. Elles sont 2 fois plus isolées que le reste de la population. Les personnes en situation de handicap sont également moins diplômés. 29% contre 13% n'ont aucun diplôme ou certificat d'études primaires. Les personnes en situation de handicap sont également plus éloignées du marché de l'emploi. 41% ont un emploi face à 66% pour le reste de la société. Les personnes en situation de handicap sont également les personnes qui sont le plus en situation de précarité. L'allocation adulte handicapé, dont on attend impatiemment la déconjugalisation depuis notre vœu de l'année dernière, sera-t-elle effective un jour, peut-être? Nous avons eu des annonces, mais la réalité du terrain est bien lointaine. Elle est, rappelons-le, fixée à 956,65 € par mois quand elle est à taux plein, juste un peu au-dessus du seuil de précarité qui est, lui, de 940 €, soit 16 € de plus. Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale des personnes handicapées est donc plus grand, 36% contre 18%. Tous ces chiffres sont issus du dossier de la Direction de la Recherche, des Études, et l'Évaluation et des Statistiques, dit DRES, numéro 75, publié en février 2021 et intitulé « Comment vivre les personnes handicapées ». À Grenoble, comme le disait monsieur le maire avant,
il y a plus de 30 000 personnes en situation de handicap. Parmi ces 30 000 personnes en situation de handicap, en 2020, il y avait 5 103 personnes qui avaient un droit ouvert et qui étaient donc bénéficiaires de l'AAH. 673 enfants qui étaient bénéficiaires de l'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En 2021, 2767 enfants ont été accueillis dans les EAJE de la ville. 2767. Les établissements collectifs d'accueil du jeune enfant. 489 qui ont nécessité un accueil spécifique, soit près de 18% de la totalité des enfants accueillis, contre 13,5% en 2020. Une augmentation donc bien visible. Alors, face à tous ces éléments et souhaitant accélérer les transitions en n'oubliant personne sur le bord de la route, nous avons, élus et services de la ville de Grenoble, travaillé à ce que nous souhaitons pour Grenoble en matière d'accessibilité dans les différentes politiques publiques. Suite à la nomination de personnes référentes et référents dans chacune des directions, partant de l'existant et dans l'objectif de mieux faire connaître tout ce que fait la ville, mais également tout ce qu'en font les partenaires, autres organismes ou collectivités territoriales, nous avons co-construit ensemble cette délibération. Pour faire face aux problématiques liées aux différents types de handicap, il faut travailler ensemble, chacune et chacun devant faire son rôle, et j'en appelle aux grandes structures que j'ai pu rencontrer dernièrement, préfecture, CAF, Agence régionale de santé, éducation nationale ou autres collectivités territoriales. Cette délibération cadre a donc 3 objectifs principaux. Indiquer l'orientation politique de la ville sur le sujet du handicap et de l'accessibilité, car oui, le handicap, c'est politique. Je le dis bien fort dans le micro. Proposer un plan d'action avec des actions concrètes et proposer une méthodologie concrète. Donc ce qu'on propose, c'est du concret et pas autre chose. Souligner que je profite, comme disait monsieur le maire auparavant, également de cette présentation de la délibération cadre handicap pour présenter la délibération présentant le rapport de la commission communale d'accessibilité. Il s'agit, oui, mesdames et messieurs, d'une présentation pour 2 délibérations. La ville a la clause de compétence générale. Elle travaille avec les autres collectivités territoriales pour organiser et structurer les différentes composantes de son territoire. Comme l'État, la ville de Grenoble continue de mettre en place les différents décrets émanant de la loi 2005, dite d'égalité des chances et de la citoyenneté. Mais, à la différence de l'État, nous souhaitons davantage et au plus vite mettre en place sur notre territoire les préconisations émanant du rapport de l'ONU rédigé par Jonas Ruskus et publié en octobre 2021, ainsi que les préconisations émanant du texte en anglais Transformed Based Service de la commissaire à l'égalité de l'Union européenne Helena Dalli et donc de la résolution 2431 de l'année 2022 de l'Union européenne, afin de lutter contre la ségrégation et contre la non-exclusion. Le 23 août 2021, le Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, déclarait « La France n'a pas encore intégré l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme ». Nous demandons donc à la France d'écouter et de mettre en place ces dernières et nous proposons de mettre en place celles qui sont décrites dans le rapport précédemment cité et qui concernent notamment les compétences municipales. Nous avons conscience que c'est dès le plus jeune âge qu'il est pertinent de travailler sur la non-exclusion. Non-exclusion, un mot qu'on a trouvé pour parler d'inclusion, mais d'une autre façon. L'expérience des aires de jeu inclusives, issues du budget participatif, faites par des personnes concernées, a pu nous le démontrer depuis déjà quelques années. Nous devons donc accueillir le plus possible les enfants en situation de handicap, de tout type de handicap, dans les écoles, avec les moyens dont les écoles ont besoin. Pour mettre en œuvre cette orientation politique, nous avons cette année co-construit avec les services autour d'un comité technique et les élus autour d'un comité politique un plan d'action donc en 4 grands objectifs que je vais annoncer. L'objectif 1, accéder à la ville et aux services publics. L'objectif 2, accéder à ses droits. L'objectif 3, participer avec et pour les personnes concernées par le handicap. Oui, nous avons fait de l'adage de l'ONU
un de nos objectifs principaux, et je tiens à saluer bien entendu d'ailleurs l'organisation de la 21e conférence de l'OIDP qui a eu lieu ces derniers jours. L'objectif 4, agir pour les agentes et agents de la ville et du CCAS. Alors, je ne vais pas lister l'ensemble des actions qui y sont mentionnées. Nous risquerions de terminer encore une fois de plus tard dans la nuit. Certains d'entre nous devant être tôt demain matin au travail. Je ne peux en revanche que vous inviter à le lire. Ce plan d'action n'est bien entendu pas exhaustif, tant l'actualité est riche. Cette année encore, et c'est une partie du contenu du rapport de la Commission communale d'accessibilité, la deuxième délibération donc, nous avons eu une forte mobilisation autour de la Journée mondiale de l'autisme du 2 avril, la deuxième édition du championnat de France de paratennis, la troisième est en cours de préparation, un mois de l'accessibilité avec 50 événements sur une cinquantaine de lieux et avec 37 partenaires et des actions dans 7 villes de la métropole, plus de 150 dossiers traités en commission grenobloise d'accessibilité, une avancée concrète pour la scolarisation des élèves autistes au sein des écoles de la ville, puisque suite à l'UEA, Unité d'enseignement élémentaire autisme de l'année dernière au sein de l'école Ampère, nous avons implanté une nouvelle UEMA, Unité d'enseignement maternel autisme, au sein de l'école Buffon. Nous souhaitons, et nous l'avons signalé à l'Éducation nationale et surtout à l'ARS, que davantage de dispositifs soient mis en place. Bien entendu, cela ne suffit pas. Une interpellation citoyenne qui a permis également de retravailler l'accueil sur les temps extrascolaires, cantines et périscolaires des enfants en situation de handicap au sein de la ville. Nous remercions d'ailleurs tout particulièrement Marine Palermo et Marie Delacroix, les interpellatrices, ainsi que toutes les mères pour ce qu'elles font au quotidien sur ce sujet qui permettent d'améliorer nos actions. Et nous regrettons les absences récurrentes des pères de famille. Et nous avons continué d'investir massivement dans le plan ADAP, plan de mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments publics propriété de la ville. Nous avançons donc sur l'accueil inconditionnel de tous les enfants dans les écoles, dans les structures périscolaires, de toutes les personnes en situation de handicap dans le sport, la culture, dans l'espace public, l'urbanisme, avec des solutions concrètes de logement qui verront bientôt le jour, ainsi que toutes les autres structures qui, de façon transversale, luttent pour la non-exclusion des personnes en situation de handicap au sein de la cité, au quotidien, jour après jour, année après année, sans aucune relâche. Et tout cela nous a permis d'obtenir une reconnaissance de l'Union européenne, un prix pendant les Journées européennes des personnes en situation de handicap, une mention spéciale pendant les Access City Awards. La reconnaissance de Grenoble en tant que ville en avance sur le sujet de l'accessibilité et du handicap ne date pas d'hier. Avec Hubert Dubedou, il n'y a pas quelqu'un d'autre, comme maire, nous avons eu la chance d'avoir le premier tramway accessible au monde. Par la suite, l'action de François Suchot a largement contribué à faire avancer le combat vers l'obtention de davantage de droits humains pour les personnes handicapées. Je salue aujourd'hui sa mémoire. Enfin, conclure en indiquant que nous allons donc poursuivre la mise en application des politiques et du plan d'action mentionnés. Nous reviendrons en réunion publique et en conseil municipal chaque année pour montrer l'avancée de ces derniers. Nous nous devons, en tant qu'élus, de montrer aux Grenobloises et aux Grenoblois que nous avançons au quotidien sur ce sujet comme sur tous les autres. Parce que la politique handicap ne peut se mettre en application qu'avec l'implication de l'ensemble des directions de la ville, avec donc une transversalité nécessaire. C'est l'ensemble des services et des élus qui sont sur le terrain attentifs à cette question que je me dois de remercier. Nous avons encore une fois ce matin reçu de nouveau les félicitations, cette fois-ci écrites, d'Alison Crabb, chef de l'unité inclusion et handicap de la Commission européenne. Dans le courrier reçu, tout en nous donnant rendez-vous l'année prochaine, elle qualifie la ville de Grenoble de, je cite ces mots, modèle d'inspiration internationale. Merci donc à tous, les élus et services qui ont participé à ce travail, et un remerciement tout particulier à Éric Signarbieu et à Marianne Olivier qui m'ont accompagné pendant toute cette année pour la construction de cette délibération. Donc, à ma question orale, on m'a méprisé sur les femmes iraniennes, très bien. Au sujet du handicap, permettez-moi de vous dire que dans l'Assemblée, je pense pouvoir en parler, mais
particulièrement bien parce que je m'en suis occupée des personnes handicapées, parce que je sais ce que c'est que le handicap au quotidien et parce que je dis que c'est une honte de donner si peu et de s'entendre répondre « je ne vois pas le problème ». Alors en façade, tout va bien, mais dans la vérité du terrain, il n'y a rien. Et à ce sujet, j'aimerais connaître le budget que vous allouez au handicap versus celui que vous allouez à la cause animale. Eh bien, vous allez être vraiment surpris. Mais donnez-nous les chiffres, parce que moi, j'aimerais qu'on les donne en public. Et c'est édifiant. C'est édifiant. Je n'ai pas de mots. Voilà. Merci. Madame Boer. Oui, Bon, ouais. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'interviens ici à propos de cette délibération, mais aussi à propos de la délibération, enfin, des deux délibérations, donc, car elles concernent toutes les deux le sujet de l'accessibilité à Grenoble. Comme d'habitude, vos délibérations cadres sonnent terriblement faux à côté de la réalité de votre gestion et de vos décisions. Après 3 pages de blabla sur les obligations qui s'appliquent, vous commencez par nous expliquer que depuis des années, Grenoble est engagé en faveur du handicap. Effectivement, je rappelle, mais vous le savez bien, qu'Alain Carignon a inauguré en 1987 le premier tramway au monde accessible aux personnes en situation de handicap. Tramway dont l'un de vos adjoints a rappelé dans la presse qu'Hubert Dubedou y avait pensé, mais je précise que c'est Alain Carignon qui y a réfléchi et a organisé un référendum municipal pour que les Grenoblois soient vraiment au cœur du projet. Vous pouvez parler, ça me gêne pas. Une vraie concertation donc, mais je m'égare. Une époque donc où Grenoble était pionnière pour autre chose que pour le montant des impôts ou le niveau d'insécurité. Depuis, nous avons considérablement régressé. Pour rester dans la thématique du tramway, je vous rappelle qu'en janvier 2015, quelques mois après votre élection, alors que vous contrôliez le SMTC et la CEMITAG, vous interdisiez les fauteuils de type scooter électrique dans les transports. Il aura fallu notre intervention auprès du président du SMAG actuel pour rétablir leur autorisation cette année, alors que vous aviez été interpellé de multiples fois au cours du précédent mandat. On voit bien là la considération que vous portez concrètement à l'accessibilité. Grenoble a perdu son esprit pionnier en matière d'accessibilité et on est vraiment très loin et pas seulement depuis 2014, expliquait dans le Dauphiné un membre de l'AFM Téléthon en 2021. On a l'impression que sur le territoire, la prise en compte de ces problématiques recule, confirmait une membre de l'association Valentin Oï. Ce n'est pas la méchante opposition qu'il dit, mais des acteurs du terrain. Et les faits confirment ces dires. Vous vous vantez de 76 ERP, établissements recevant du public, mis en accessibilité fin 2021. Mais, si je ne m'abuse, nous en comptons 257. Donc il n'y a vraiment pas de quoi pousser des hurrahs. Vous poursuivez avec une série d'énumérations de mesurettes pour lesquelles vous n'avez rien inventé, comme la traduction des conseils municipaux en langue des signes, voire même des obligations imposées par la loi, comme l'équipement des accueils avec une boucle d'induction magnétique ou la mise en place de la commission communale d'accessibilité. Vous en venez ensuite à votre plan d'action. C'est une succession de poncifs aussi imprécis que généraux. Poursuivre le plan d'accessibilité des ERP, positionner la ville dans un réseau européen et national, communiquer les ressources existantes, des mots, des intentions vagues, qui n'engage à rien de très concret en tout cas, et qui masque mal votre tentative de combler le vide. Vous allez, je cite, engager une réflexion sur la rédaction d'une charte d'accessibilité. Encore une charte. Quelle ambition, quel volontarisme. Peut-être que la réflexion sera terminée à la fin de ce mandat et qu'il faudra encore 6 ans pour la rédaction, puis 6 de plus pour la validation. Quelques propositions font tout de même se hérisser les poils. Vous proposez ainsi de former l'ensemble des agents à l'usage du FALC, facile à lire et à comprendre. Et ce, alors qu'en parallèle, vous promouvez partout l'écriture inclusive incompatible avec le FALC, comme le rappelle le Conseil national du handicap.
Mais qu'importe, la cohérence, pourvu que vous appliquiez votre idéologie et vos petits symboles, et que cela vous offre une occasion de vous faire entendre, fût-ce pour dire ce que vous ne faites pas. Vous proposez ensuite de faciliter l'accompagnement des familles. Formidable. Si vous y aviez pensé avant, elle n'aurait peut-être pas eu grand besoin de lancer une pétition qui a recueilli des centaines de signatures pour dénoncer des refus des MJC et des cantines scolaires d'inscrire leurs enfants porteurs de handicap. Les cantines scolaires sont de votre responsabilité directe et les MJC expliquaient cela par un manque de budget alloué notamment par la ville. Vous avez donc laissé des enfants sur la touche, ce qui ne vous empêche pas de vous féliciter avec une belle délibération de 9 pages qui voudrait nous faire croire que vous êtes en avance sur le sujet de l'accessibilité. Je noterai le petit exemple des enfants ayant un PAI, projet d'accueil individualisé, qui jusque-là, à la cantine des écoles de Grenoble, bénéficiaient d'un animateur supplémentaire et qui sont maintenant noyés dans la masse parce qu'il n'y a plus assez d'animateurs. Quel cynisme! Vous évoquez une mise à disposition d'un local à une association accueillant des enfants autistes dans le cadre d'un budget participatif. D'une part, il est regrettable de devoir attendre un budget participatif pour que cela soit fait, et d'autre part, j'espère que ce nouveau local ne sera pas, comme le précédent, inutilisable du fait, a priori, du refus de dealers du quartier de cohabiter avec ce type d'association. Plus loin, vous expliquez vouloir développer le dépistage de pathologies pour les enfants porteurs de handicap de la crèche jusqu'au périscolaire, alors que vous avez réduit le service de santé scolaire avec votre plan d'austérité lors du précédent mandat. Nous découvrons ensuite que vous proposez, sans rire, de consulter les habitants. Quel formidable emploi! Figurez-vous qu'ils ne demandent que ça. Si déjà vous pouviez répondre aux courriers et interpellations que vous recevez, sans forcer les Grenoblois à passer par la case usine à gaz que vous nommez interpellation citoyenne, vous feriez déjà de grands progrès très rapidement. Bref, rien qui ne révolutionnera le quotidien des Grenoblois dans cette délibération cadre. Pire, elle fait totalement l'impasse sur les problèmes concrets qu'ils rencontrent en matière d'accessibilité et qui sont le fruit de vos politiques ou de votre immobilisme. Par exemple, on ne trouve rien sur la suppression massive des places de stationnement qui empêchent des personnes en situation de handicap de se rendre dans le centre. Vous évoquez, concernant le stationnement, proposition de neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 mètres en amont de passages piétons pour améliorer la visibilité. Mais dans le secteur Notre-Dame, vous avez tout bonnement supprimé 2 places pour personnes en situation de handicap aux alentours de la place Sainte-Claire et compliqué donc considérablement leur déplacement pour se rendre dans ce secteur où non seulement il y a de nombreux professionnels de santé qu'ils consultent, mais où certains habitent. On ne trouve rien non plus sur la disparition des feux de traversée piétons que vous aviez impulsés lors du précédent mandat, ce qui rend très difficile la traversée de nombreux carrefours. Concernant les autres feux tricolores, on est d'ailleurs encore très loin de remplir l'obligation de 2007 qui impose de les équiper de signaux sonores. Rien non plus sur le manque d'éclairage public dans plusieurs secteurs qui pose de nombreux soucis aux personnes ayant déjà des difficultés de mobilité et qui ne peut qu'aller en s'empirant vu votre doctrine en la matière. Rien sur les pannes récurrentes d'ascenseurs dans les logements sociaux, notamment qui laissent régulièrement des personnes en situation de handicap assignées à leur appartement et font de leur vie un enfer. Il y a quelques semaines, une habitante en fauteuil d'un logement social de la Presqu'île, ce nouveau quartier que vous survendez, mais où aucun d'entre vous n'habiterait, expliquait comment elle est restée des heures et des heures coincée dans le hall de son immeuble, en pleurs, l'ascenseur en panne, avant que quelqu'un ne passe et ne l'aide. Rien sur ces nombreux trottoirs que ne peuvent pas emprunter les personnes en fauteuil à cause de mobilier urbain ou équipements qui prennent trop de place et empêchent leur passage. Rien sur les vélos et trottinettes qui mettent en danger les piétons les plus vulnérables sur l'espace public, en l'absence de verbalisation. Une étude menée par un médecin urgentiste parue hier dans le JDD démontre que l'arrivée de ces véhicules en libre service à Lyon a multiplié le nombre d'accidents par 7,3. Parlez au service des urgences du CHU et vous constaterez que le ressenti est le même.
Il serait peut-être temps de réfléchir pour encadrer enfin l'utilisation de ces engins. Enfin, rien sur le sujet qui concerne le plus de Grenoblois avec des difficultés de mobilité. L'état de la voirie. Près d'un déplacement sur 2 dans notre ville se fait à pied. Et parmi ces piétons, on retrouve des personnes âgées qui se déplacent difficilement et des personnes en situation de handicap. Pratiquer la ville est pour eux un vrai calvaire, tant partout, dans tous les quartiers, on dénombre de trous dans la chaussée, de pavés démis, d'aspérité de la voirie. Je vous rappelle que vous avez une responsabilité directe dans cet abandon. En 2015, le choix de la majorité métropolitaine à laquelle vous apparteniez s'est porté sur un niveau d'entretien faible des voiries. Cette décision a sous-évalué de 35% les coûts nécessaires pour entretenir la voirie. Quand il s'agit d'agir concrètement pour l'accessibilité, vous n'êtes pas au rendez-vous. Évidemment, nous nous abstiendrons sur ces 2 délibérations. Comme d'habitude, vous ne remettez rien en cause de vos décisions qui freinent l'accessibilité. Vous refusez de vous attaquer aux sujets concrets qui pénalisent les personnes en situation de handicap. Et vos bonnes intentions n'engagent que ceux qui y croient. Je vous remercie. Après, et je passe la parole à mon collègue Romain. Je vous passe la parole. Monsieur Gentil, je vous en prie. Merci beaucoup. Je tenais personnellement à évoquer un manque qui me semble significatif dans le cadre qui est posé, cadre qui dans son ensemble nous convient bien et pour lequel nous voterons positivement, c'est la place infime réservée au numérique dans cette délibération. Ce qu'en dit, ou plutôt ne dit pas, le rapport de la Commission communale de l'accessibilité, donc présenté dans la délibération suivante, est assez frappant en ce sens, puisqu'il y a en tout et pour tout une ligne sur 22 pages sur des travaux, réflexions qui seraient en cours. Rendre parfaitement accessibles les 600 000 m² de bâtiments municipaux doit être au cœur de nos priorités. Pour autant, il ne s'agit pas du seul patrimoine à prendre en considération. Je parle bien sûr de notre patrimoine numérique, dont j'aimerais citer 3 exemples emblématiques. Grenoble.fr, solidarité-grenoble.fr, bm-grenoble.fr, qui fait référence au site de nos bibliothèques municipales. Respectivement 200 000, 25 000 et 30 000 visiteurs par mois. Au même titre qu'un usager souhaitant aller dans une bibliothèque, l'enjeu ici est double. Permettre à toute personne de s'y rendre, permettre ensuite à toute personne d'y entrer et de s'y balader. Ne pas prendre en compte au bon niveau, comme c'est le cas ici, les problématiques d'inclusion et d'accessibilité numérique revient, pour reprendre l'image de notre bibliothèque, à mal la desservir par les transports en commun et à avoir des marches à gravir obligatoirement pour y entrer. Ces marches, il ne faut pas aller loin pour les observer. Certains outils open source permettent une analyse rapide et automatisée de l'accessibilité des pages de n'importe quel site. J'ai fait le test hier soir pour le site de nos bibliothèques municipales avec un outil mis à disposition gratuitement par une grande université. Rien que sur la page d'accueil, ce sont plus de 200 erreurs et alertes détectées. Erreurs de contraste, exemple, écriture gris sur gris, descriptif manquant, lien absent, texte trop petit, mauvaise hiérarchisation de l'information, inaccessibilité à la navigation clavier, etc. C'est déjà suffisamment grave d'avoir un accès dégradé à la culture. Imaginez maintenant ce même genre de soucis sur des plateformes d'accès à vos droits. Ça n'est absolument pas trivial puisque les populations potentiellement concernées sont de taille, pour n'en citer que 3. Un homme sur 12 est daltonien, entre 5 et 10% de la population est dyslexique et 20% de notre population a plus de 65 ans. Dans un monde où l'accès à ces droits, la participation citoyenne et la communication avec les services publics se fait de façon toujours plus croissante en ligne, il est urgent de prendre ces considérations au plus haut niveau d'importance. Je clôturerai avec une citation de Sylvain Nivard, président de l'association Valentin AUI, acteur historique de l'aide aux personnes déficientes visuelles implantées dans 120 villes de France, lors d'une tribune qu'il a écrite début 2022. Aujourd'hui, près de 2 millions de déficients visuels se heurtent quotidiennement à une réalité alarmante. 90% des sites internet sont inaccessibles. 17 ans après l'adoption de la loi sur le handicap du 11 février 2005, qui pose le principe de l'accessibilité aux personnes handicapées, des services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements, son échec est sans appel. Grenoble est régulièrement cité en exemple en matière d'accessibilité. Faisons en sorte que cela s'étende au numérique. En ce sens, nous proposons là encore un amendement. Dans le cadre de l'objectif 1, donc accéder à la ville et aux services publics, une 6e orientation,
Agir sur l'accessibilité aux contenus et services numériques. Action. En tant qu'éditrice, la ville de Grenoble agira pour permettre à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs de ces contenus et services numériques de percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec eux et y contribuer. Elle engagera par ailleurs ses partenaires à faire de même. Nous ne doutons pas que ces 2 amendements seront adoptés sur l'ensemble de nos bancs, rendre la ville plus accessible dans toutes ses dimensions, favoriser l'insertion et l'accompagnement, proposer des réponses adaptées. Voilà ce qui doit guider notre action. Merci. Merci. Monsieur Benredjeb. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous avons, notre groupe, écouté attentivement la présentation faite par Monsieur Luis Bertrand Lopez et on le remercie. Monsieur le maire, vous avez, depuis votre arrivée, donc, fait fondre les moyens consacrés par la ville à l'accessibilité. Quelques éléments, quand même. Dans le mandat 2008-2014, c'est-à-dire la période donc, qui a précédé votre arrivée, chaque année, en moyenne, un investissement de 1,2 million, 1,2 million d'euros étaient donc consacrés donc, à la politique d'accessibilité. Depuis 2 décennies, Grenoble était donc en pointe dans la mise en accessibilité sur des sites et des ensembles, ainsi que sur les infrastructures. Avec vous, sur la période 2014-2019, c'est-à-dire les 6 années pleines de votre mandat, ce sont seulement 4,1 millions d'euros engagés, contre 7,2 millions d'euros auparavant dans le mandat 2008-2014. Et donc, en moyenne, 0,7 million d'euros par an à comparer aux 1,2 million d'euros par an sur la période 2008-2014. Pourtant, en 2015, lors de la présentation de l'agenda accessibilité programmé, vous avez annoncé à grands coups de communication un plan de 12 millions d'euros. Durant sur 9 ans, soit en moyenne une promesse de 1,3 million d'euros par an. Là aussi, au bout de 6 années pleines, entre 2016 et 2021, vous n'arrivez qu'à 4,1 millions d'euros, au lieu de 7,8 millions d'euros promis, et donc à seulement 0,7 millions d'euros par an en moyenne, et non les 1, désolé pour les chiffres, et non 1,1 million d'euros annoncés. Avec cette baisse conséquente des moyens, Grenoble n'est plus une ville exemplaire en termes d'accessibilité. Nous nous félicitons de vous voir mentionner les prix reçus en 2013, 2014, 2015, fruit du travail de l'équipe qui vous a précédé, que vous avez précédé, pardon. On peut en déduire que depuis votre arrivée, aucun prix n'a été distingué votre action dans ce domaine. Sinon, vous auriez fait donc mention. Aujourd'hui, vous nous refaites un coup de com' avec cette délibération cadre en affichant à nouveau vos ambitions pour l'accessibilité. Avouez qu'au vu du respect donc, de vos bilans, un plan de 2015, on est légitimement en droit donc, de douter de votre capacité à tenir vos engagements nouveaux. Certainement plus prudent qu'en 2015, vous ne donnez aucun élément chiffré, que ce soit sur les moyens humains et financiers alloués donc, ou les objectifs à atteindre. Vous utilisez les mêmes procédés que pour les plans annoncés lors des derniers donc, conseils municipaux, avec le projet jeunesse, la politique culturelle 2022-2026, la politique de l'habitat, le projet éducatif 2022-2027. Pas d'objectif, donc pas de risque, et personne ne reprochera donc de ne pas avoir atteint. D'ailleurs, à ce sujet, où sont les autres donc, plans d'action lancés lors de votre mandat 2014-2020 ? Là aussi, on peut regretter
que les choses avancent lentement. Le plan stratégique hébergement personnes âgées, donc ville de Grenoble, CCAS, de juin 2017, pas de bilan, où en est-on? Le plan école 2015-2021, où vous en êtes? Au plan école 2, mais pour le plan 1, où en est-on? Puisqu'à ce jour, il n'est pas terminé et les autorisations de programme vont au moins jusqu'à 2024. Je pourrais poursuivre cette liste, mais je m'arrête là. Il serait utile que vous lanciez un peu plus souvent dans ce qui est couramment désigné par l'évaluation de politiques publiques pour rendre compte donc des résultats de vos politiques. Par ailleurs, et en cette fin d'année, nous regrettons que vous n'ayez pas communiqué au Conseil municipal le rapport sur le développement durable 2022. Celui-ci, il doit être présenté tous les ans. Cette obligation est pour une ville qui se veut capitale verte. En 2022, se veut à un comble. Le dernier rapport a été présenté en novembre 2021, compte tenu de tous les ans. Au mois de novembre, rien cette année. Et ce n'est pas le fait de décaler le débat d'orientation budgétaire en 2023 qui vous donne le droit de procéder ainsi. Vous avez peut-être un problème avec les années, parce que cette délibération cadre 2022-2027 est proposée en décembre 2022. Il aurait été plus judicieux de la désigner par délibération cadre en 2023-2027 et éventuellement 2023-2026 pour permettre d'en faire un bilan au moment des municipales. Pour terminer, j'imagine que beaucoup se souviennent de la publicité donc, pour le biscuit Balzen. Celui-ci avait un personnage qui en rajoutait toujours plus dans la recette. C'était Monsieur Plus. Vous, c'est le contraire. Monsieur Moins. Pour toutes les politiques de la ville, moins de services publics, moins de subventions aux associations, moins de subventions au CCAS, moins d'investissements, moins de réalisations concrètes, moins de concertation, moins de relations avec les Grenoblois et les Grenobloises. Vous êtes, en quelque sorte, le monsieur moins, moins de moyens et donc moins de résultats. Je devrais dire l'équipe municipale, puisque tous les élus qui vous suivent sont eux aussi responsables et comptables de vos résultats. Il y a de même, et malheureusement, plus de dettes, plus de communication, plus d'impôts au mois de mars. Et pour terminer, de plus en plus des Grenoblois mécontents, voire en colère, devant l'inertie de la ville sur tous les sujets. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Il y a également maintenant Madame Chalas. Oui, merci, Monsieur le maire. Il y a des points sur lesquels on... Quelques mots, peut-être à M. Beltrand-Lopez. Il a le privilège de l'âge. Il n'était pas né dans les années 70. Quelle chance. Et donc, il n'a pas connu les débats de l'époque. Et il connaît l'histoire parce que ses amis politiques lui ont raconté. Donc, c'est normal qu'il ait quelques manques. Je voudrais simplement rappeler, parce qu'il faut que ce soit dit une fois au conseil municipal, qu'Hubert Dubedou, pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce que c'était mon maire, ça a été mon premier maire, comme citoyen grenoblois, il était d'abord favorable au câble. Ça s'appelait le POMA 2000. À ce moment-là, l'opposition au tramway était plutôt générationnelle. Il y avait des gens de droite et des gens de gauche qui étaient opposés au tramway parce qu'ils avaient la mémoire de l'ancien tramway. Je voulais rappeler tout ça parce que moi, dès le départ, ça vous rappellera peut-être quelque chose dans les débats d'aujourd'hui sur les questions de génération, dès le départ, j'étais favorable au tram. Comme directeur de la Chambre de commerce, j'ai emmené le bureau de la Chambre de commerce visiter des villes européennes où le tram avait réussi pour essayer de convaincre une partie de cet électorat qui était réticent. Mais Dubedou, dans les années 70, voulait ça. Il suffit de regarder la mutualité quand vous passez rue Hébert. Vous avez un grand trou que Hubert Dubedou avait demandé de faire pour ces bâtiments quand ils ont été construits, de façon à ce qu'ils puissent laisser passer le câble, parce que c'était son projet. Puis dans les années 80, et cette histoire peut être revue, je pense que la DTC est assez honnête pour la rappeler si vous lui posez des questions. Et puis dans les années 80, il est devenu favorable au tram, mais il était devenu impopulaire comme
le montre ensuite l'élection qui a suivi. Et donc, moi, j'ai souhaité déconnecter sa personne et le tram. Et donc, j'ai plaidé à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, parce que j'étais pour consulter les Grenoblois, pour un référendum. Donc, en 83, M. Beltran-Lopez et les Grenoblois ont voté, parce que c'est les Grenoblois qui ont décidé du tram. Voilà. Ils ont voté en juin 83. Je vous rappelle le calendrier. 83-85, les études. 85-87, la réalisation. Hubert Dubédou était déjà malheureusement décédé dans cette période. Et Charles Descours et moi avons négocié avec Alstom l'accessibilité du tram aux handicapés. Nous avons dit à Alstom que nous ne commanderions pas des rames s'ils n'étaient pas accessibles aux handicapés. Je pense qu'Hubert Dubédou, s'il avait été au pouvoir, l'aurait fait. Mais enfin, il y est pour rien. Voilà, c'est un fait. Je pense que si tout maire qui aurait été à ce moment-là et qui aurait voulu faire le tramway aurait pensé à cet accès handicapé, il l'aurait fait. Mais il s'avère que c'est nous qui l'avons fait. Tant mieux pour Grenoble que ce soit fait et que ce soit réalisé. Je suis obligé une bonne fois de rappeler cette modeste histoire avec son calendrier, de façon à ce que personne ne meure idiot sur ce sujet. Sur la délibération elle-même, Brigitte Boer a rappelé ce que nous en pensions. Mais moi, je voudrais dire qu'elle a un autre objet. Elle a un objet, c'est comme celles qui les ont précédées, ces délibérations cadres. Elle a pour objet de cacher le vide du conseil municipal, qui ne traite pas les problématiques concrètes de la ville. Et malgré cet ordre du jour, un certain nombre de conseillers municipaux essayent de vous rappeler, monsieur le maire, à ces réalités, parce qu'en réalité, il n'y a aucun chiffrage. Car le préalable serait de disposer de moyens budgétaires. Il est question de l'ONU, des organisations mondiales, mais rien d'extrêmement concret. Dans une ville efficace, le conseil municipal aujourd'hui, il débattrait des choix financiers à effectuer sur la base d'une analyse des dépenses actuelles, des réformes de structure à engager, de la situation des grands enjeux. Parce que là, on pourrait débattre des moyens qu'on va consacrer à l'accessibilité, de la situation du patrimoine, par exemple. On a obtenu encore de l'ACADA cette semaine le rapport sur le Palais des Sports qui nous indique qu'il y a 50 millions d'euros de nécessaires, comme on avait obtenu celui sur le musée de peinture qui nous indique qu'il y a 20 millions d'euros de travaux. Je pense que si on n'a pas déterminé avant un certain nombre de choix financiers, il est très difficile de voter des délibérations cadres extrêmement sympathiques, mais sans effet concret. Et avant d'arriver, me semble-t-il, à l'augmentation des impôts de 15 à 25% en trahissant la promesse de les bloquer, ne pensez-vous pas qu'il eût été plus avisé d'organiser un véritable débat budgétaire au conseil municipal, avec des hypothèses, non pas par rapport à l'État ou à d'autres, mais par rapport à nous-mêmes, à nos possibilités, à nos priorités, qui nous auraient permis de hiérarchiser et par là même de savoir ce que nous allions pouvoir consacrer à l'accessibilité. Je vous rappelle que dans vos engagements, vous deviez débattre du budget avec les habitants en présentant plusieurs scénarios par secteur. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire au moins au conseil municipal? Des scénarios. Quelle est la priorité? Nous votons conseil municipal après conseil municipal des délibérations cadres qui indiquent que tous ces sujets sont nos priorités et en face, à côté, il n'y a pas les moyens budgétaires correspondants. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui, sur ces sujets-là, débattre avec les budgets parce que autrement, on pourrait savoir s'il n'y a pas d'autres moyens que de fermer l'accueil, par exemple, du périscolaire dans les écoles, faute de moyens en personnel, mettant cette fin d'année, élèves et parents dans la difficulté, alors même que vous envisagez même des rotations de fermeture au mois de janvier. Ce n'est pas dans le rôle du conseil municipal, au moment où vous promettez dans la délibération 4, je cite, l'accueil inconditionnel de tous les enfants dans les structures de la ville. L'accueil inconditionnel des enfants dans toutes les structures de la ville, au moment où on lit dans le Dauphiné libéré que vous fermez et vous allez faire des rotations pour le périscolaire des enfants. Il faudrait à un moment que les mots et les faits se rapprochent. Le conseil municipal, à mon avis, pourrait-il pas être informé de savoir
si vous avez fait quelque chose après le pillage d'une modeste supérette du square des Fusillés, au nom de la lutte contre le capitalisme, très proche du centre anticapitaliste que vous avez installé 38 rue d'Alembert, dans 850 mètres carrés pour 40 ans, avec un loyer de 300 € par mois. Car s'il y avait un lien de cause à effet, la responsabilité de la municipalité serait engagée. Et là, nous sommes en décembre 22. Nous ne sommes pas sur le plan qui va s'achever en 2027. Voilà, ce que je voudrais savoir aussi, c'est ce que vous avez entrepris pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes âgées. Il y a des personnes âgées handicapées dans les EHPAD. Le personnel ayant dénoncé le manque de personnel puisqu'il se retrouverait parfois à 3 pour 60 personnes, ou une autre personne qui dit qu'elle est seule pour 26 résidents, expliquant que les personnes âgées en pâtissent. Ce ne serait pas une ville inclusive et bienveillante que de nous indiquer quelles mesures concrètes vous allez faire pour que ce type de situation qui est dénoncée ne perdure pas. Est-ce qu'entre une délibération cadre et faire face à ces réalités, il n'y a pas là quelque chose, il n'y a pas un problème, me semble-t-il. Ou encore, il y a votre adjointe chargée des écoles qui est mécontente que des femmes et des enfants soient à la rue et soient logés dans cette école et qui accuse la France d'être un État raciste, qui est une injure inadmissible et intolérable pour notre pays. Pourquoi elle n'explique pas au conseil municipal pourquoi elle ne propose pas des logements vides qui existent aux 10 galeries de l'Arlequin, qui existent à l'abbaye pour accueillir en urgence. C'est ça la vérité de la ville et la réalité de la ville. Il y a des urgences et plutôt que de les traiter, vous présentez des délibérations fleuves, un ensemble d'intentions qui reprennent les déclarations de l'ONU, qui appellent à la France, qui répètent des objectifs, mais qui ne comportent aucune obligation, aucun moyen de contrôle, aucune possibilité de bilan sur vos résultats. Alors oui, nous, effectivement, nous nous abstiendrons sur cette délibération, non pas puisque j'en ai rappelé l'origine, que nous n'ayons pas apporté notre pierre à l'édifice comme toutes les municipalités de l'accessibilité des uns et des autres, mais parce que nous ne voulons pas tromper les Grenoblois. Parce qu'il y a une partie de tromperie dans ce type de délibération cadre que vous présentez à longueur de conseil municipal, qui a pour objet de vous permettre de ne pas assumer les responsabilités qui sont les vôtres et sur lesquelles nous attendons des réponses. Merci. Je crois que ça termine les demandes de prise de parole des différents groupes. Pour l'exécutif, peut-être évidemment Louise Beltran. J'ai vu une demande également de Alan Confesson. Donc peut-être... non, ok. Eh bien, allons-y. C'est bon. Oui, merci pour toutes vos prises de position, vos propos rapportés, tout ça. Bien entendu, juste revenir sur deux choses. Nous avons une commission juste avant le conseil municipal et nous avons, ça fait 3 ans bientôt, comme vous l'avez dit, que je porte cette délégation au sein de la ville. Donc bien entendu, encore une fois, réitérer le fait que je suis à votre disposition, à la disposition de tous les élus, d'à peu près tout le monde au sein de la ville. J'ai entendu dire aussi que, Madame Bouer, comme vous le disiez, il y avait des mails ou des courriers ou des courriels sans réponse. Or, c'est complètement faux. Je réponds absolument à tout le monde. Et notamment, je suis un peu choqué d'entendre dire de votre part que je ne répondrai pas à des interpellations, puisque vous-même, vous ne m'interpellez pas par écrit. Je n'ai jamais reçu un courrier ou un courriel sur la question. Rappelez également que la liste d'actions qui est située dans du plan d'action n'est pas une liste exhaustive. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire qui ne sont pas dedans. Donc je vais revenir un petit peu rapidement dessus, mais je vais essayer surtout de ne pas répondre en 25 minutes ou en 3 heures, parce qu'on pourrait aussi prendre 5 heures pour en discuter, et ce n'est pas l'idée non plus. Juste rappeler du coup que sur tout ce qui est sécurité ou autre, la ville de Grenoble fait son travail, et nous œuvrons pour faire de Grenoble une ville avec de la sécurité, mais pour toutes les personnes. Il ne s'agit pas de prioriser un public plus qu'un autre, comme vous l'avez dit, M. Carignan, avant. Mais surtout, M. Carignan, rappelez que l'histoire peut-être du tramway accessible, sur lequel j'insiste un petit peu, vous faire savoir également que ce tramway a été fait principalement à la demande des associations et à la demande de François Suchot, à une époque où justement il y a eu des manifestations pour qu'il soit fait et pour qu'il soit accessible. Et c'est avec la mobilisation de ces personnes à ce moment-là, alors certes j'avais 1 an à l'époque,
que ce tramway a été fait à Grenoble. Et Grenoble a toujours été en avance sur les revendications pour les droits humains, qu'il s'agisse du handicap ou d'autres thématiques. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Rappelez également qu'à l'époque, justement, vous n'aviez pas appelé à voter pour. Je vais répondre encore. Donc, on pourra en parler, Renseignez-vous, Monsieur mais Carignon, renseignez-vous. par la suite à côté, mais moi, les Renseignez-vous. personnes avec lesquelles je travaille et qui sont des personnes, enfin, ces personnes-là sont des aînés et ont vécu cette époque, me rappellent qu'à l'époque, vous n'aviez pas à voter, vous n'avez pas appelé à voter pour, très concrètement. J'ai fait une campagne de chien. Donc pour c'est convaincre bien. mon électorat. Et Monsieur Carignon, une nouvelle fois également, rappelez que Non, quand mais vous, faut quand vous arrêter dites qu'il n'y a les rien de fakes. concret, quand vous dites qu'il n'y a rien de concret, Monsieur Carignon, dans toute la durée du mandat qui a été le vôtre, vous ne pouvez pas justifier uniquement ce que vous avez fait sur l'accessibilité ou les mesures à direction des personnes en situation de handicap avec un seul exemple qui serait le tramway. Je pense qu'un bilan, comme vous le savez, comme je viens de le faire à l'instant, c'est pas une action, c'est beaucoup d'actions, de la transversalité sur plusieurs thématiques. Revenir donc du coup rapidement sur ce que Madame Bauer, quand vous parliez justement, on a eu l'occasion bien entendu d'échanger en commission également là-dessus. Il est de notre intérêt de pacifier les modes de transport au sein de la ville de Grenoble. Et bien entendu, on demande justement très souvent des actions au SMAG. Celui-ci, notamment sur les pistes cyclables, ne les applique pas toujours. Et quand on essaye d'interpeller Monsieur le Président du SMAG sur le sujet de l'aménagement des pistes cyclables qui justement permettrait aux personnes malvoyantes ou aveugles, notamment l'association Valentin Oui, de pouvoir circuler librement sur les trottoirs, eh bien, malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse au courrier envoyé sur le sujet. Non, Monsieur Sylvain Laval ne fait pas partie du groupe UMA de la métropole. Je ne reviendrai pas sur la question, n'étant pas moi-même élu métropolitain. Les élus UMA sont dans l'opposition, pour information. Au SMAC, je veux dire principalement. Encore une fois, je ne vais pas me mettre sur ce sujet-là, puisque je ne suis pas élu métropolitain. Je vous remercierai, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, de laisser la parole et de ne pas répondre de cette façon-là. Et je suis encore une fois à votre disposition pour plus de questions. Sur l'écriture inclusive, Madame Bauer, on ne va pas reparler de l'écriture inclusive à chaque fois qu'on présente une délibération sur le handicap et l'accessibilité. Il y a des chercheurs et chercheuses, justement, de l'Université de Lyon qui ont porté des études sur la question, et il est hors de question d'arrêter l'écriture inclusive, parce que, oui, c'est vrai, ça complexifie la lecture, notamment pour les personnes dyslexiques, mais ça n'inclut pas toute une partie de la population au sein de l'écriture. Donc, ce qu'on demande à chaque fois, et ce qui est fait notamment dans beaucoup des textes que je porte, c'est de répéter les épithètes. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'à l'instant, je vais dire chercheuse ou chercheur, ou d'éviter le point médian. Donc, moi, par exemple, personnellement, à chaque fin de mot, pour le rendre inclusif, je mets une majuscule. Donc, il y a des solutions qui existent, encore une fois, là-dessus. Sur tout ce que vous avez mentionné, Mme Bauer, au préalable, auparavant, comme je le répète une nouvelle fois, la liste n'est pas une liste exhaustive, et je le dis avant. Donc rajouter plein d'actions, c'est super. Co-construire avec moi et prendre rendez-vous avec moi, par exemple, pour parler de tout ce que vous pouvez mettre et de tout ce dont on peut discuter, c'est génial également. Mais malheureusement, c'est très difficile de venir un jour en conseil municipal pour dire que rien n'est fait, alors que vous-même n'apportez pas grand-chose, puisque vous ne prenez jamais rendez-vous avec moi ni avec personne d'autre. Sur le FALC, j'ai un peu répondu justement sur l'écriture par rapport à l'écriture inclusive. Sur les feux sonores, on les a demandés à la métropole, mais il y a bien entendu des choses qui ne se passent pas du côté ville et pour lesquelles la ville plaide. Nous avons plaidé par exemple pour les feux sonores pendant la dernière réunion de commission communale d'accessibilité. Donc voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Sur le groupe NASA, que je remercie justement notamment pour son apport justement constructif de mesures qui étaient déjà un peu identifiées, répondre justement sur l'insertion professionnelle à M. Bouzegoub, vous dire que bien entendu il y a des travaux qui ont lieu sur ce sujet-là, que je ne les ai pas mentionnés comme je n'ai pas mentionné le reste des actions parce que je ne voulais pas qu'on termine trop tard.
Mais bien entendu, le sujet est en train d'être creusé, notamment avec la métropole, et notamment avec la vice-présidente à l'insertion professionnelle, Céline Dellatte. Et donc, du coup, des choses ont lieu quand même sur ce sujet-là, mais sachez que ça relève plutôt de la compétence métropolitaine. Sur le numérique, je remercie M. Gentil, justement, parce que, bien entendu, c'est un sujet très important. Alors, sachez, pour la petite histoire, qu'il y a en ce moment même des réunions pré-CNH, pré-Conseil national du handicap, et que pendant ces réunions, le CNCPH, Comité national consultatif des personnes handicapées, s'est retiré des réunions justement qui étaient en lien avec le numérique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'État est revenu en arrière sur quelque chose qu'il avait annoncé avant, qui était l'accessibilité de tous les sites web publics et l'obligation qui va avec. La ville de Grenoble avait déjà pris les devants et donc du coup un travail avait déjà lieu sur la question. Donc une nouvelle fois, la ville de Grenoble va être en avant sur la question. On va rendre justement des sites, les sites notamment de la ville de Grenoble accessibles grâce à des plugins, etc., etc., à des outils d'open data libres, etc., etc. Mais pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est obligatoire ou pas obligatoire qu'on ne va pas le faire. On sait juste en fait que ça empêche la lecture de sites publics aux personnes concernées. Et donc du coup, pour le rendre possible, nous allons travailler dans ce sens. Et donc du coup, je vous remercie pour vos propositions et on ira de l'avant sur ces dernières. Et il s'agit également du site de la bibliothèque qui est également en refonte dans cet objectif également. Madame Chalat, je vous remercie également pour votre cours sur l'accessibilité et sur le handicap, sur les 5 catégories, etc. C'était intéressant, instructif. Juste insister sur le point peut-être des commerces, vous dire que bien entendu la commission grenobloise d'accessibilité étudie à peu près plus de 150 dossiers avec justement absolument tout le monde autour de la table, puisque c'est une obligation préfectorale que d'avoir des personnes représentant de différents types de handicap. Donc on a l'APF pour les personnes en fauteuil, on a la VH, on a les malentendants 38, etc., etc. On a beaucoup d'associations qui sont autour de la table. Et d'ailleurs, on a eu dernièrement une cérémonie du commerce accessible avec la métropole, avec Corinne Lemarié et avec Barbara Schumann, bien entendu. Et le premier prix, justement, en termes de commerce, est attribué à un commerce grenoblois dont je n'ai pas le nom, mais on peut être fier, justement, du travail qu'on mène et du travail qui va bien au-delà de la loi, puisque... Alors, je n'ai pas entendu, Barbara, si tu peux... Rue du Docteur Mazet. Mais voilà, je ne sais pas... Sur tous les chiffres que vous avez mentionnés, Monsieur Ben Redjeb, je vous invite à avoir un rendez-vous pour pouvoir reparler des bilans de budget. Ça va être très long de revenir là-dessus maintenant, mais par contre, juste indiquer que une partie de ce budget, justement, a été retournée. L'investissement donc, de 1,2 million par an a été justement redirigé à la métropole suite à la récupération de la compétence voirie. Et donc c'est pour ça que de l'enveloppe qu'il y avait au début, il y a une partie qui est partie à la métropole. Mais à votre disposition pour en rediscuter. Et voilà, comme vous le voyez, le sujet handicap-accessibilité suscite immensément d'interrogations et de questions. Comme vous le voyez, j'ai des difficultés à répondre tout maintenant, tout de suite. Par contre, comme vous le voyez, et comme vous le savez probablement, je suis un élu accessible, toujours à la disposition de tout le monde, et je réponds absolument à tout le temps, même si ça prend beaucoup de temps, qu'on ne dort plus à l'arrivée ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on est bien présent sur le terrain, et on avance, et on travaille avec tout le monde. Bonne journée. Merci. J'ai vu une demande de prise de parole de M. Carignon. Conseil municipal. Je suis désolé pour le conseil municipal, mais M. Beltran-Lopez, bon, il répète ce qu'il a entendu, je comprends, on ne peut pas lui en vouloir. Écoutez, c'est quand même un dossier important pour un maire. Pendant la campagne municipale, j'ai eu 4 face-à-face avec Hubert Dubedou. 4 fois les journalistes qui nous questionnaient. Vous proposez un référendum au Grenoblois pour décider du tramway. Que voterez-vous? Je voterai oui, répétais-je chaque fois. Ensuite, élu en mars, de mars à juin, j'ai fait campagne pour le oui dans tous les quartiers de Grenoble. Le Parti socialiste m'a laissé tout seul, évidemment. Il espérait que j'échoue, il n'a pas voté oui. Les écologistes m'ont laissé tout seul. Ils espéraient que j'échoue, ils n'ont pas voté oui au référendum du tramway. Et nous l'avons emporté par 53% des voix. C'est ça, la réalité politique, que j'assume totalement. Si nous avions échoué, si les Grenoblois ne s'étaient pas prononcés, vous imaginez ce que les socialistes et les écologistes auraient pu faire et dire. Donc j'ai conduit cela comme je pensais que je devais le faire, en responsabilité. Et ensuite, avec Charles Lescaut, nous avons négocié l'accessibilité des handicapés, le premier tramway au monde accessible aux handicapés, parce que nous avons mis le couteau sous la gorge à Alstom. Nous l'avons fait
D'autres l'auraient fait, je ne prétends pas que nous aurions été le seul à le faire. C'est ça la véritable histoire du tramway. Sauf qu'on a tellement répété des fakes que c'est presque devenu des vérités. Mais la réalité telle qu'elle a été vécue, telle que je l'ai vécue et de ma conviction, ne correspond aucunement, M. Beltrán-Lopez, à ce que vous avez dit. Merci. Pas d'autres demandes de prise de parole? Non. Donc peut-être, j'ai vu qu'il y avait deux amendements. Vous pouvez peut-être les reformuler et puis je demanderai aux membres de l'exécutif de prendre position sur ces deux amendements. Aux deux amendements? Non. Non, je crois pas. Je crois qu'on va reformuler parce que le premier me semblait relever plutôt d'une compétence métropolitaine. L'amendement numéro 1 qu'on a proposé, donc c'est orientation 6, favoriser l'insertion professionnelle. L'action, c'est renforcer les dispositifs existants et en développer de nouveaux en lien avec les acteurs associatifs et les professionnels du secteur dans le but de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et d'encourager la fluidité de leur parcours professionnel, notamment par l'accessibilité universelle et la formation professionnelle. Le second, orientation 6. Objectif 1, orientation 6. Agir sur l'accessibilité au contenu et aux services numériques. L'action, en tant qu'éditrice, la ville de Grenoble agira pour permettre à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs de ces contenus et services numériques de percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec eux et y contribuer. Elle engagera par ailleurs ses partenaires à faire de même. Merci. Donc sur le premier amendement, c'est une compétence métropolitaine, donc ça me semble compliqué qu'on le vote. Le deuxième, j'ai entendu Monsieur Luis Beltrán-Lopez dire que c'était OK. Donc voilà, je propose de passer au vote s'il n'y a plus d'intervention. Donc l'amendement numéro 1 sur l'emploi insertion, donc je mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. OSCDDC qui vote contre, abstention de AEC qui vote contre, GEC qui vote pour, NASA, Madame Roche, l'amendement est rejeté. L'amendement numéro 2 qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, OSCDDC qui vote contre, qui vote pour, donc tous les autres groupes adoptés à l'unanimité, amendement adopté. La délibération